Pour bien saisir comment on reconstruit une personne, il faut d'abord comprendre comment on la détruit complètement. On va donc commencer par ça, l'histoire d'un effacement total. Lui, c'est Agu, un gamin quoi. Il a une vie normale. Enfin, aussi normale que possible. Il va à l'école, il fait des blagues, il a une imagination débordante. C'est juste un enfant qui vit dans un village censé être une zone protégée par les traités. Son univers à lui, il est simple, il est solide, il est défini par des liens forts. Il est un fils, il est un frère, un membre de sa communauté. Chaque élément de cette liste, en fait, c'est un pilier de son identité. C'est ce qui fait de lui Ag. Et puis brutalement, tout s'arrête. L'armée gouvernementale, ceux qui sont censés être les gentils, déferlent. Mais pas pour sauver qui que ce soit, non, pour nettoyer la zone. Sous les yeux d'Agu, son père est abattu, son frère aussi. En quelques secondes, quelques rafales, tout ce qui constituait son monde est effacé. Agi s'enfuit. Il court, il s'enfonce dans la jungle, complètement seul. On dit que la nature a horreur du vide. Eh bien dans la jungle, ce vide va être comblé, et très vite, par la première personne qui lui tendra la main. Même si cette main est celle du diable. Après des jours à errer, à bout de force, Agu tombe en plein milieu d'une escarmouche. Il est capturé par une milice rebelle. Des hommes, des garçons à peine plus âgés que lui. Et il est traîné, de force, devant leur chef. Et le voilà, l'homme qui va absolument tout changer. Il est charismatique, il est terrifiant. Pour Agu, c'est sûr, sa fin est arrivée. Mais le commandant s'accroupit, le regarde droit dans les yeux, et il sourit. C'est ça, le pivot de toute l'histoire, ce simple sourire. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas un enlèvement classique. C'est une stratégie de manipulation. Le commandant n'utilise pas la force, non. Il comble des besoins primaires. Il lui offre la sécurité d'un groupe, un but clair en désignant les soldats comme les assassins de sa famille, et surtout, une toute nouvelle identité. Et voilà, la phrase magique. Il ne lui dit pas « tu es mon prisonnier », il lui dit « tu es d'un guerrier ». Il remplace ce vide béant laissé par l'annihilation par un rôle puissant. En fait, il ne kidnappe pas un enfant, il recrute un soldat, en lui offrant ce dont il a le plus besoin, une nouvelle famille et un nouveau père. Sauf que cette nouvelle famille, elle a un prix. Un coup d'entrée, si on veut. On ne rejoint pas cette meute comme ça, on y est baptisé. Et le baptême se fait par le sang. Le test, il arrive très vite. Un prisonnier est capturé. Le commandant tend une machette à Agu. Et l'ordre qu'il lui donne sonne presque comme une validation paternelle. Il ne s'agit plus de tuer un ennemi, non, il s'agit de prouver sa loyauté à son nouveau père. Et ça illustre parfaitement son dilemme impossible. Pour Agu, reculer, ça veut dire être renvoyé à la solitude, à la fin, à une mort certaine dans la jungle. Alors qu'avancer, c'est appartenir, c'est avoir une famille, c'est la survie. Le choix, en réalité, n'en est pas un. Tuer est devenu son seul chemin vers la vie. Le premier coup est hésitant, faible, mais très vite, la peur laisse place à une rage froide. Dans sa tête, ce n'est plus le prisonnier qu'il frappe, c'est le soldat qui a tué son père. Il transforme son traumatisme en arme, exactement comme le commandant l'avait prévu. Le baptême est terminé. Avec ces quelques mots, le commandant scelle le pacte. L'enfant qui était Agu est officiellement mort, tué par sa propre main. Une fois initié, Agi est plongé tête la première dans la réalité de sa nouvelle vie. Une existence rythmée par une violence extrême, la drogue et des traumatismes qu'on peine à imaginer. Sa nouvelle normalité, c'est un véritable cauchemar éveillé. Il se lie d'amitié avec Strika, un autre gamin qui, lui, ne parle plus du tout. Ensemble, ils participent à des massacres. Pour supporter tout ça, il y a la drogue, le brown brown, un mélange de cocaïne et de poudre à canon, qui anesthésie la peur et la douleur. Et puis, il y a l'ultime trahison. Le commandant, cette figure paternelle, abuse de lui, le viole. Et si on pensait avoir touché le fond, l'horreur atteint ici son paroxysme. Au cours d'un raid complètement défoncé, Agu voit une femme et dans son délire, il est persuadé que c'est sa mère. Alors que d'autres soldats l'agressent, dans la confusion la plus totale, il finit par la tuer. C'est sans doute le moment le plus dévastateur de tout le récit. Cette phrase, qu'il dira bien plus tard, résume tout le poids de sa honte. Sa peur, ce n'est pas seulement que les autres le jugent, c'est qu'il a fini par se voir lui-même comme un monstre. Il est devenu la bête qu'on l'a forcé à être. Mais dans ce monde brutal, le pouvoir est fragile. L'emprise totale du commandant sur ses hommes n'est pas éternelle. Et son protecteur, son bourreau, est sur le point de tout perdre. Et la chute est rapide, vertigineuse. Le commandant est humilié par son supérieur hiérarchique, son lieutenant est assassiné, le commandant est accusé du meurtre et doit s'enfuir avec les quelques hommes qui lui restent fidèles. En l'espace de quelques jours, il passe de héros de guerre à fugitifs, traqués par leur propre camp. Leur fuite est une agonie.
Ils sont bombardés, ils meurent de faim. Et c'est là, au milieu de ce chaos, que Stroka, le seul ami d'Agu, meurt à son tour. Le dernier fil qui reliait Agu à une forme de camaraderie innocente vient de se rompre. Alors après la chute, après la fuite, après la mort, qu'est-ce qu'il reste? Pour Agu, c'est la fin de la guerre. Mais c'est surtout le début d'un combat intérieur, un combat bien plus personnel. C'est le point de rupture. À court de tout et surtout d'espoir, les soldats se retournent contre le commandant. Son emprise, basée sur la peur, ne fonctionne plus face à une mort certaine. Ils choisissent de se rendre, de sauter dans l'inconnu, plutôt que de le suivre jusqu'au bout. Et pour les plus jeunes, comme Agu, ce n'est pas la prison. On les envoie dans une école missionnaire. Imaginez le choc. Pour la première fois depuis des mois, il est dans un endroit sûr. Un lit, de la nourriture, plus d'armes. C'est un retour brutal à une forme de normalité qu'il avait totalement oubliée. Et on en revient forcément à notre question du début, mais elle pèse beaucoup plus lourd maintenant. Après avoir commis l'impensable, après avoir subi l'indicible, est-ce qu'on peut vraiment guérir? Est-ce qu'on peut redevenir un enfant? Le récit se termine sur cette image. Une image très puissante. Après avoir lutté avec ses cauchemars, Agu fait un petit pas en avant. Il va dans l'océan pour jouer avec les autres garçons. Attention, ce n'est pas une fin heureuse, loin de là, mais c'est une lueur d'espoir. Un geste simple qui laisse entendre que, peut-être, tout au fond de lui, l'enfant qu'il était n'a pas été complètement détruit. Après ça, on ne regarde plus Agu avec jugement, mais avec une sorte d'horreur empathique. Parce que la question que ça soulève, ce n'est plus une question sur lui, c'est une question sur nous. Dans cette situation, affamé, seul, après avoir vu son monde brûler, qu'est-ce qu'on aurait fait pour survivre?